Grosso modo, on est à peu près le plus gros verger qu'il y a à Mont-Saint-Hilaire. 38 hectares, ça commence à faire beaucoup de pommiers. C'est quand même qui est cinquième, je pense que je suis rendu à la cinquième ou la sixième génération. C'est quand même une belle notoriété qu'on peut avoir. L'arrière-grand-père, c'est Louis Boucher. Il était propriétaire du verger d'ici et du voisin ici. Puis il y avait deux garçons. Notre grand-père était Stanislas Boucher. Lui, il était ici, boulanger, puis il y avait le verger pour le temps. Puis son frère, c'est Avila. Il demeurait un peu plus loin, mais il était propriétaire du voisin ici. Puis notre grand-père est mort en 1923. Puis mon père s'est marié en 1923-24, à peu près en même temps. Il a repris? Oui. Mais il n'y a pas de boulanger. La boulangerie, il n'en voulait pas. Il n'aimait pas ça. Il a fait des pommes. Puis il en a fait. Mon père, quand il s'est marié, après ça, dans les années, quelques années après être marié, son frère a travaillé avec lui. Fait qu'ils ont racheté d'autres morceaux, d'autres propriétés. La propriété où je demeure, c'est une propriété qu'ils ont rachetée avec mon oncle pour continuer à grossir graduellement. Puis au bout de quelques années, là, mon oncle, il n'était pas marié, puis il aimait moins ça. Fait qu'il a décidé de vendre ses actions à mon père. Fait que mon père a continué à opérer. Là, nous autres, on commençait à grandir graduellement. Là, tu sais, là. On a tout été au collège là, à ce moment-ci. Fait que il y a plusieurs années qu'il a travaillé presque seul. Tu sais. Mais nous autres, on a commencé, avec les vacances, on a commencé à travailler jeune. Parce qu'on j'allais à l'école, la petite école ici, là, puis j'avais 7 ans, 8 ans le soir. Et puis j'aidais à mon père à conduire les chevaux ou le camion pour le tracteur pour faire la pulvérisation. Puis on a commencé jeune à travailler. L'été des vacances, on passait nos vacances, il y avait une pépinière dans son verger, tu sais. On passait une petite nos vacances à genoux à terre, là, tu sais, puis à attacher des pommiers pour faire une pépinière. Il faisait pas mal de jeunes pommiers. Mais c'était avec ça qu'il se faisait des surplis pour vivre, là, tu sais, à ce moment-ci. Parce que la vente de la pomme n'était pas énorme dans ce temps-là. Pas plus aujourd'hui, parce que les dépenses ont 100 fois doublé à comparer. Mais ça fait rien. Il évoluait là-dedans. Puis on a racheté petits morceaux par petits morceaux par après, comme les petits morceaux ici en avant de la maison. D'ici à l'entrée à la maison d'Alain, là, il y avait 2 résidences là-dessus. Puis des petits morceaux qu'ils ont rachetés pour agrandir la propriété. Quand ça a commencé, tant qu'au pommier, c'est pas mal semblable, mais seulement c'est les manières de travail et les arrosages de pommiers, ça a changé énormément. Je vais vous montrer des photos tantôt d'arroseuses, là. C'est tout fait à la main, ça. Après ça, ça a évolué, était plus mécanique, même c'était jusqu'à l'avion, puis l'hélicoptère. Très rapide. C'est ça qui était l'évolution, qui était très vite. Je suis arrivé sur le verger en 99, puis juste depuis 99, la façon d'entretenir, de faire les pulvérisations, ça a énormément évolué. Maintenant, on est beaucoup plus conscient de l'impact environnemental. La gestion des insectes se fait beaucoup par dépistage. On a des pièges un peu partout dans le verger. On va traiter quand on a des seuils atteints qui nous montrent qu'on va avoir un rendement économique. C'est vraiment maintenant, on peut dire que c'est vraiment gérer un verger et non l'entretenir. Déjà, juste la façon de la taille des pommiers a beaucoup évolué. Avant, les plus belles pommes étaient toujours dans le haut du pommier. Maintenant, bien, on tend à tout descendre les pommiers, à les mettre sans les faire monter trop haut pour que ce soit... c'est les méthodes de taillage qui ont changé beaucoup. Aussi,
Maintenant, il y a de plus en plus, ça s'en vient sur des pommiers nains qui sont plantés à tous les 1 mètre ou 1 mètre et demi. Donc, c'est le rendement à l'hectare qui est surtout beaucoup influencé maintenant. Tout dépendant aussi des terrains, des types de sols. C'est ça qui juge un peu la nouvelle façon de faire de la pommiculture aujourd'hui. C'est certain maintenant aussi qu'à Mont-Saint-Hilaire, on est un peu entouré par les quartiers résidentiels. Donc, il restera à voir avec le code de gestion des pesticides comment ça va évoluer, à savoir si on va avoir beaucoup de pommiers à couper ou non. Il restera à voir ça. Là, on a à peu près 6 000 pommiers dans l'ensemble. Tu sais, là. Mais on n'a pas de pommiers nés, nous autres. On a juste dans le pommier standard. Parce qu'on n'a pas, dans les années 80, quand il y a eu beaucoup de gel à l'extérieur, nous autres ici, on n'a pas eu tellement de gel, juste un peu. Puis dans les années 80, on était dans une zone agricole, dans une ville. C'est des gros problèmes. Pourquoi? Parce que c'est pas les mêmes règlements. Point de vue pour le bruit, puis ainsi de suite. Puis là, les citadins venaient s'installer autour des emplacements. Ils ne voulaient pas qu'on vende, mais ils étaient toujours sur nos propriétés, tu sais, dans un sens. Ils faisaient beaucoup de vandalisme, puis fait que ça veut dire qu'un matin, tu avais le droit de travailler, puis des fois, le lendemain matin, tu n'avais pas le droit de travailler à cause de plaintes, ainsi de suite. Fait que c'est ça que ça a réduit le renouvellement de l'entreprise. Parce que si on coupait des pommiers, pour replanter, on s'en allait avec des jeunes plantations, mais on aurait-tu pu être capable de les faire produire ou si on aurait arrêté. Fait qu'en 74, 76, on avait voulu se bâtir un défrigéraire. Et puis Québec nous avait dit, les gars, là, il dit, ça serait peut-être pas trop bon d'investissement. On était à peu près pris comme Saint-Bruno. Tu sais, Saint-Bruno, à un moment donné, là, il était plus capable de rien faire. Éventuellement, Saint-Hilaire, ça est arrivé comme ça. Avec le zonage agricole, bien, ça a fait des zones. Et puis là, ça a réduit un peu la pression. Mais franchement, là, depuis à peu près les années 95, 96, l'ensemble des voisins, là, on s'est assis ensemble et on a discuté. Tu sais, on vend, on coupe ou bien on fait de quoi, tu sais, là. Et puis là, avec nos voisins, on n'a pas tellement de problèmes. Là, tu sais. Les normes environnementales, ils ont beaucoup changé, beaucoup d'exigences, qu'éventuellement, on va être sujette à délaisser par rapport à ça. Oui, parce que là, ils ont fait des normes pour la gestion des insecticides ou des pesticides, puis il faut donner des marges extérieures, des 100, 200, 300 pieds autour de toutes des propriétés, parce que nos voisins sont venus s'installer près de chez nous. Fait que jusqu'où ça va aller, on ne pourra pas toujours couper. On fait des zones un peu partout. Là, ça va se placer. Il ne faut pas le dramatiser avec ça, mais c'est tous des problèmes. Tu sais. Même si on est des utilisateurs de pesticides, on est conscient aussi de la montagne. Puis autant les vergers ont besoin de la montagne que la montagne a besoin des vergers pour avoir sa ceinture là, de protection autour. On travaille dans le verger, puis les chevreuils ils sautent en avant de nous autres. Ils sont tellement apprivoisés, ils changent de rangée, puis ils nous laissent passer avec les tracteurs. Ça, c'est pas grave, ça, tu sais. On se promène dans le verger, puis on envoie à la journée longue. Mais là, à un moment donné, la population était trop forte. Parce que l'hiver, quand ils ne peuvent pas manger dans les bois, ils descendent dans les propriétés, puis ils mangent tous les bourgeons dans les branches du bois. Il y a 6 ans, 7 ans, à ma résidence, on a à peu près 8 acres de terrain. Et puis, quand c'est arrivé le temps des fleurs, il n'y avait aucune fleur dans le bas du pommier, la hauteur d'un homme.
Mais elle va tout manger les bourgeons. Donc, tu n'avais pas de pommes, tu avais des pommes juste dans la tête du pommier. Puis là, les jeunes pommiers, mais ils coupent la tête du pommier puis ils font mourir. On avait des difficultés. Fait que quelques amis ensemble, on a décidé de faire une clôture, clôturer le terrain. Là, on a éliminé plusieurs. Il y en a toujours quelques-uns qui ont réussi à passer, mais ça fait rien, c'est pas l'ensemble. Là, par contre, bien là, en venant plus ici, ils sont allés un peu plus loin. Ils sont allés plus chez les citadins. Là, ils mangent les haies, les cèdres des citadins, tu sais. Autrefois, dans notre pays, il y avait beaucoup de fameuses, de duchesses, toutes les pommes d'été, là, puis la fameuse pour les pommes d'automne. Puis maintenant, la fameuse n'existe plus, ça. Les duchesses non plus. Bien, je vous dirais que la pomme fameuse était la reine, qui était la reine du Québec, là, pour côté quantité, variété de pommes. On l'exportait partout, beaucoup en Ontario avant. Puis quand la variété de pommes Macintosh est arrivée, elle a surplanté la fameuse, principalement parce que la Macintosh se cueillait pratiquement un mois plus vite que la fameuse. Donc, c'était beaucoup plus facile de cueillir une pomme au début septembre que de la cueillir quasiment fin octobre. Pas fin octobre, mais disons milieu octobre. Puis ça en faisait beaucoup à cueillir juste avant la neige. Donc, c'est surtout une de ces variétés. C'est une pomme qui était plus grosse aussi, la Macintosh, que la fameuse, parce que la fameuse est une pomme qui est généralement très petite, qui présentement ne répondrait même pas au standard là, de grosseur de pomme. Donc. La maison ancestrale, je ne me souviens pas en quelle année elle avait été construite, mais on peut même remarquer qu'il y en a encore les volets d'origine, la galerie d'origine, tout est d'origine. Il n'y a eu pratiquement aucune modification de fait dessus. C'est certain qu'elle a une valeur sentimentale, mais une valeur architecturale qui est grandement. Même ma maison qui est un peu plus petite, on l'a toute rénovée de l'intérieur parce qu'elle était vraiment vieille, mais on a essayé de conserver le plus possible son cachet d'origine. C'est vraiment dur d'évaluer l'âge de ces maisons-là, surtout qu'ils ont été longtemps que ces maisons-là se construisaient toujours de la même façon. Fait que c'est dur à évaluer pour l'âge exact de la maison. La maison que j'habite présentement était déjà acquise par le verger, est en location. Puis quand on a commencé à faire des rénovations il y a 6 ans, on s'est rendu compte que c'est une très vieille maison parce que quand on a commencé à défaire les murs qui étaient des murs en latte avec du crépi, c'était une maison à ossature de bois, en pièce sur pièce, donc les murs étaient très épais, comportaient pratiquement pas d'isolation, avec beaucoup d'entrées d'air. Donc quand on a commencé à la rénover, on a commencé par tout arracher l'intérieur des murs pour refaire une division à l'intérieur, pour pouvoir ajouter de l'isolation. Puis c'est là qu'on s'est rendu compte que les 4 maisons, une au côté de l'autre, ici, la maison de ma maison ainsi que les 4 voisins, c'est les 4 maisons pareilles, construites pratiquement en même temps, parce que probablement peut-être même 4 voisins qui sont mis ensemble, je ne sais pas. Parce qu'à l'origine, l'escalier était tout au même endroit, la cuisine aussi, la même superficie, même division, même enlignement pratiquement. Puis là, maintenant, on ne peut plus tellement voir ça parce que chacun a fait des rénovations dessus, mais si on visite les maisons l'une aux côtés de l'autre, l'intérieur, on peut se rendre compte qu'il y en a, chacun a fait ses modifications, mais à l'origine, il était vraiment pratiquement identique.
on a toujours pensé que c'était la maison ancestrale, c'était celle de chez mes grands-parents. Mais on s'est rendu compte quand j'ai fait des rénovations sur ma maison que la mienne était plus ancienne. Parce que ma maison est une ossature en pièce sur pièce, donc toutes les pièces étant embouffetées les unes dans les autres. C'est une maison qui est de cité architecturalement, là, patrimoniale, c'est-à-dire qu'elle est de valeur architecturale à préserver. Maintenant, quand on est arrivé pour faire des rénovations, on s'est rendu compte que l'agrandissement de la cuisine, qui datait de 1940, avait une grosse infiltration d'eau, due à ce que la pente du toit n'était trop faible. Donc, il a fallu relever la pente du toit, mais en relevant la pente du toit, il a fallu relever la pente du toit de la maison d'origine. Compliqué un peu à expliquer, mais du fait que là, il a fallu modifier 2 pentes de toit pour être capable de joindre l'agrandissement qu'on avait fait à l'origine. C'est certain qu'on ne peut pas décider d'agrandir une maison cité patrimoniale du jour au lendemain. Il faut quand même passer devant la ville, demander un permis. Surtout, il faut quand même arriver avec des plans. Il faut toujours y aller de façon à s'intégrer le plus possible à la maison, pas y aller par contraste, en faisant un agrandissement qui ne s'apprêtera pas à la maison. Un premier agrandissement qui était fait dans les années peut-être, je dirais, 30-40, parce que c'était en colombage, puis l'isolation, c'était de la ripe de bois. Donc ça, c'était le premier agrandissement qui a été fait. Puis suite à ça, on a vu qu'entre le mur de la cuisine puis du salon, il y avait déjà eu une fenestration. Fait qu'on voyait le trou là, de la fenêtre qui avait été barricadé. Puis ensuite, moi, j'ai fait un autre agrandissement qui était pour ma salle de bain. Alors, à part les fenêtres sont restées intactes, les fenêtres, les portes. Il y a comme une raison, l'électricité, puis la tuyauterie a tout été changé. Mais le problème, c'est que la pente à l'étage, c'était une pente à 45 degrés, donc il fallait aménager 2 chambres avec les combles. Donc, du fait qu'on a réussi à relever une pente de toit, ça nous a permis d'agrandir la superficie pour pouvoir l'habiter. Ensuite, l'agrandissement que j'ai fait, moi, m'a permis d'avoir un sous-sol un peu plus creux. Donc, Puis le carré original avait été recreusé à la main pour pouvoir avoir une cave de 6 pieds 6 pouces. Donc, en mettant le plancher, on a une hauteur libre de 6 pieds. C'est certain qu'il ne faut pas être trop grand pour aller dans le sous-sol, mais pour les enfants, ça va. Fait que du coup, on a réussi à avoir 4 chambres, qui est dans une petite maison, mais 4 belles chambres, qui ensuite, c'est les prouesses techniques pour réaliser ça, avoir un escalier de haut en bas, parce que souvent, les sous-sols avaient seulement une porte par l'extérieur, il n'y avait pas d'escalier. Donc, on a un tout petit escalier de 24 pouces, 28 pouces de large, mais juste ce qu'on appelle un escalier de service. L'escalier, présentement, où elle est éloigné de la fenêtre, c'est parce qu'il a fallu prévoir que, vu que la fondation en pierre était d'environ pratiquement 3 pieds, on ne pouvait pas se coller sur la fenêtre pour commencer l'escalier. Donc, ça nous a créé... on s'est créé des armoires avec par-dessus le restant de la fondation.
Puis du coup, on ne voulait pas gagner, prendre tout l'espace du salon pour un escalier. C'est pour ça que ça nous a créé un escalier d'environ 24 pouces de large. La structure de la maison, les fondations de la maison originale étaient en pierre avec du mortier. Quand même, je suis surpris que malgré l'épaisseur qu'il y avait, ils n'ont pas tellement travaillé. Même si, avec l'agrandissement, ils ont cassé, ils ont fait une brèche dedans. Fait que j'aurais pensé que ça serait plus effrité que ça, mais quand même, c'est très bon. Ce qui a été plus dur, c'est de joindre une troisième fondation au côté. Là, ça nous a créé un peu de problème parce que la façon que les fondations avant étaient faites, ils mettaient des grosses pierres, disons des pierres de 3-4 pouces. Là, quand tu commences à creuser au côté, c'est là que ça s'effrite tout. Tant que tu n'y touches pas, ça ne bouge pas. Mais on est obligé de couper un pan de mur complet là, pour pouvoir là, tout le refaire. Puis même la fondation des années 40, les types de fondations étaient... il n'y avait pas de semelle. C'était une fondation qui partait très étroite en haut, qui s'élargissait à la base. Donc maintenant, il a fallu faire une juxtaposition, jouer un peu pour réussir à ce que ça s'emboîte facilement, ce qui n'était pas trop évident. Il y a eu des modifications qui ont été faites aux parements extérieurs qui sont un clapboard de vinyle. C'est pas moi qui l'ai fait, ça fait longtemps. Mais moi, j'essaie de garder tout ce que je peux d'origine. Quand même, les portes, même si on a bien des couches de peinture, tranquillement, on va réussir à toutes les décaper. Puis, comme j'ai fait avec toutes les fenêtres, le bois était bon dans ce temps-là, je pense, parce qu'ils ont quand même bien toffé. C'est certain que l'entretien fait qu'ils vont résister longtemps aussi. Puis, je pense bien réussir à garder le plus de cachets possible. Je pense qu'il faut quand même garder le patrimoine aussi. C'est des maisons qui sont là depuis de nombreuses années. C'est ce qui fait la beauté du chemin de la montagne aussi. Les fenêtres de la maison du carré de la maison originale sont les fenêtres d'origine, selon moi, parce que c'était ces fenêtres-là qui étaient avec deux barrures, avec les poignées en porcelaine. C'est typique de ces années-là. Dans la cuisine, on voit que c'est une fenêtre qui est typique des années 40, une fenêtre à guillotine en bois. Par exemple, moi, j'ai été obligé, avec les techniques d'aujourd'hui, j'ai été obligé d'en faire une qui était maintenant en aluminium. J'aurais pu réussir à en avoir une en bois, mais on ne sait jamais, c'est le délai d'attente pour avoir une fenêtre que là, on se ramassait un peu pris dans le temps. Fait qu'on en avait mis une quand même à guillotine. On essayait de respecter quand même le même sens d'ouverture. On en a mis une en aluminium. Le plafond du salon, parce que j'y tenais beaucoup, c'est vraiment le témoin du vestige ancien, avec des poutres à tous les 3 pieds, remplies de planches entrecroisées qui donnent une épaisseur de plancher de plus de 10-12 pouces, là, seulement avec les planches. C'est la seule chose qu'on a réussi à conserver, ça et les fenêtres. C'est certain que l'ossature, on n'y a pas touché, mais quand même j'aurais voulu garder le plancher, mais il y avait trop de travail à faire dessus. Oui, les vieilles maisons sont, selon moi, c'est tellement agréable de vivre là-dedans. On a
Déjà, à l'origine, les maisons étaient construites pour des plus petites personnes. Donc, les hauteurs de porte sont différentes. Ma hauteur de porte, elle a 6 pieds 1 pouce. Donc, les grandes personnes ne sont pas tellement habituées à ça. Les plafonds ont au maximum de 6 pieds 8. Au sous-sol, ça a 6 pieds 1. Il y a juste dans les 2 chambres à l'étage qu'on a réussi à aller chercher un 8 pieds. Mais c'est des prouesses techniques à réaliser. Puis il y a 3 styles de construction qui ont été faits dessus, avec 3 types de matériaux. Du coup, c'est l'agencement de tout pour réussir à avoir une maison qui s'organise. Le vivre sur un verger, c'est important de demeurer sur le verger parce qu'on n'a pas des horaires qui nous, surtout durant la cueillette ou même durant l'été, qu'on n'a pas des horaires qui sont faciles. Donc, si on peut maximiser notre temps en étant tout près, au moins c'est l'idéal. J'étais sur le comité consultatif d'urbanisme. Ça m'intéressait encore plus de la rénover le plus, comment on pourrait dire, précieusement pour essayer de garder le plus d'origine possible à cette maison-là. On a essayé de conserver le plus possible son cachet d'origine. C'est ce qui fait un peu que le chemin de la montagne il reste patrimonial. C'est un peu à tout le monde à faire son effort là, pour garder l'aspect patrimonial du chemin de la montagne.